Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, Azul Flaoun, salam alaikum. D'abord, nous nous excusons un peu pour ce retard dû à un petit souci technique avec évidemment les connexions Internet entre l'Algérie et le Canada, ce n'est jamais évident. Donc c'est ça, donc je vous remercie de nous joindre à nous pour suivre cette conférence d'aujourd'hui qui rentre dans le cadre des activités de notre association, l'association culturelle Sadiqia Québec. Nous remercions notre partenaire Fedal Télévision qui nous aide à chaque événement avec leur logistique technique à vous transmettre et diffuser nos activités. Nous remercions tout spécialement le Mahdi qui est derrière ce travail titanesque qu'il accomplit en couvrant un bon nombre d'activités réalisées par les associations ici au Québec et ailleurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Kamel Guerwa, qui va nous parler en direct de Béjaïa, de son village, je pense, et qui va nous parler de Jean-Paul Sartre, philosophe et écrivain français très connu, et comment ce dernier avait contribué à l'internationalisation de la cause indépendantiste algérienne et son engagement pro-algérien durant surtout la révolution 54-62. Avant de lui donner la parole, comme de coutume évidemment, nous allons vous dresser une petite brève biographie de notre conférencier. Monsieur Kamel Guerwa est journaliste et écrivain, diplômé en littérature hispano-américaine et en sciences politiques. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les voix qui chantent, paru en 2012, Le souffle du printemps, paru aussi en 2012, Exil nostalgie, 2017, Hymne à l'espérance, paru dans la fameuse, chez les fameux éditeurs L'Harmattan en France en 2017, Journal d'un hittiste en 2018, Le chant des sirènes en 2019, toujours chez L'Harmattan, L'Algérie révoltée entre impasse et espoir de changement 2021, La contagion du bonheur en 2023 et enfin Sartre et l'Algérie qui fera l'objet donc de la conférence d'aujourd'hui. Comme vous voyez, nous avons comme invité une équipe, nos collaborateurs à Béjaïa, M. Salah Wachek, accompagné de, je pense, de Mohamed Aitiril. Et nous avons aussi avec nous Nassar-Din Ziani, qui est l'un des fondateurs de l'association. Donc, je vous dis bonjour tout le monde. Et voilà, donc on va donner la parole à Monsieur Kamel Guerwa pour nous parler de Jean-Paul Sartre et l'Algérie. Bonjour Kamel. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation avec toutes vos occupations quotidiennes. Et j'espère que vous allez comment dire, nous Oui, faire voyager à travers l'histoire, quand même, en nous connaissant un peu beaucoup de personnages, de personnalités françaises qui ont défendu la révolution algérienne, mais je pense que Jean-Paul Sartre, c'est pas quelqu'un qui a été beaucoup publicisé de par son engagement. Donc, vous allez nous expliquer le comment et le pourquoi. parfaitement. Merci, merci beaucoup. Je vous dis à ma manière bonsoir, bonsoir de Bijaya parce que à Québec, j'imagine qu'il est midi. Donc, Ouais, c'est ça. c'est pas la même chose. Je remercie votre association de m'avoir invité à cette conférence. Je suis très ravi de vous répondre et de vous donner un aperçu sur la vie de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, c'est un philosophe dont on ne peut pas parler dans une demi-heure ou une heure, ou même dans une journée, ou même dans une semaine. Donc, c'est un écrivain, un philosophe très connu, mondialement connu. Il a vraiment contribué à l'indépendance de l'Algérie. Avant de commencer, j'aimerais citer une formule de Feuerbach. C'est un philosophe allemand en 1845, dans sa 11e thèse.
où il disait la chose suivante. Jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde diversement. Ce qui importe maintenant, c'est de le transformer. Donc, le souci de Sartre, sa vocation, c'était ça, changer le monde, changer l'homme, changer l'histoire. C'est-à-dire donner à l'humain sa place dans la société. Et il s'avère que Sartre, à travers ses engagements, notamment l'engagement en faveur de l'Algérie, a donné à sa pensée une dimension universelle. Sartre n'est pas seulement un philosophe critique ou un penseur critique à la façon de Bourdieu, mais un philosophe de soupçon à l'image c'est-à-dire un philosophe de soupçon, n'est un philosophe, c'est-à-dire un penseur organique, à la manière de Gramsci. C'est un philosophe total, de la pensée totale, c'est-à-dire qui conjugue la subjectivité avec l'objectivité. Et dans la pensée, c'est nourri fortement de son action. Donc l'action et la pensée chez Sartre sont deux choses qui sont intimement imbriquées. Et c'est-à-dire dans le processus de indépendantiste algérien, Sartre a joué un rôle important. Parce que sans passer, parce que je vais éviter, bon, je vais surpasser, si vous voulez, l'étape de l'avant-seconde guerre mondiale, où l'action pour Sartre est une passion inutile. Parce que Sartre, c'était un écrivain c'était un résistant qui écrivait plutôt qu'un écrivain qui résistait. Parce qu'à l'époque, il écrivait beaucoup de bouquins sur le front de guerre. Il était sur le front de l'Alsace. Donc, il écrivait ses bouquins et tout ça. Beaucoup l'ont accusé d'être, de ne pas avoir résisté, de ne pas donner un sens à son engagement. Parce que l'engagement, il était vraiment nul durant cette période. Mais après 1945, c'est-à-dire, et surtout avec la guerre d'Algérie, Sartre a pris une autre dimension. Donc, il a contribué fortement à internationaliser la cause algérienne. Et ça a commencé vraiment, c'est-à-dire le vrai commencement, c'était en 1955, c'est-à-dire une année après la révolution de la Toussaint, c'est-à-dire la révolution de novembre. Et c'était dans un article où il disait l'Algérie n'est pas la France. L'Algérie n'est pas la France, c'était en quelque sorte, c'est une attaque. C'est une attaque verbale, une attaque médiatique sur le fameux slogan de l'intégration. C'est-à-dire, on disait en France, à la métropole à l'époque, qu'on peut intégrer les Algériens et tout ça dans ce qu'on appelle la nation française, la République française, la quatrième République. Mais pour Sartre, c'était vraiment un aveu d'échec, cette entreprise d'intégration des Algériens a échoué parce que les indigènes, il a vu d'ailleurs à travers le fameux reportage de Camus en 1939, qui a été fait en Kabylie, sur la misère des indigènes, la misère dont ils sont baignés, ils ont vécu une misère atroce. Et Sartre, il a pris conscience de cette réalité et il a dénoncé ce mythe d'intégration et avec des preuves, avec c'est-à-dire des constats vraiment sévères sur la condition des indigènes. Mais avant cette période de novembre 1955, il a dénoncé aussi ce mythe d'intégration en apportant son soutien aux conclusions du congrès de Bandung en août 1955. Parce que dans ce congrès de Bandung, qui a été présidé d'ailleurs par Mohamed Yazid et Ahmed, c'était la cause algérienne, elle a été internationalisée c'est-à-dire toutes les nations du monde ont entendu ce qui se passait en Algérie. Mais Sartre, il a vraiment soutenu avec force ses conclusions. Et c'était le démarrage, c'est-à-dire c'est la première fois qu'un intellectuel français s'est démarqué
de façon totale de l'establishment, ce qu'on appelle l'establishment français à l'époque, qui était l'establishment qui était pro-Algérie française. Voilà, avec tout ce qu'on, la communauté pied-noire et tous les soutiens, l'OTAN, tous les soutiens extérieurs et intérieurs. Et en 1956, c'était un autre coup à cette idée de l'intégration. C'était à la salle Wagram à Paris. Il y a eu beaucoup d'intellectuels qui étaient à Paris où ils ont donné leur vision sur ce qu'on appelle cette notion de l'intégration. Il y avait notamment, je vais citer un écrivain très connu chez nous, qui est Jean Amrouche, qui était présent même à la salle. Et bon, Camus, il n'y était pas. Il n'y était pas parce qu'il y avait, il considérait que cette toute forme de confrontation directe contre le colonialisme est vouée à l'échec. Donc, dans cette conférence, Sartre, il a donné des statistiques réelles sur la misère des indigènes. Et il a fustigé le président du Conseil, Guy Mollet, qui prétendait qu'on pouvait régner en Algérie par la répression. Et notamment parce qu'à partir de janvier 1956, il y avait des pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire des pouvoirs spéciaux qui ont été accordés à la préfecture d'Alger, le gouvernorat d'Alger, et en même temps à la 10e division parachutiste, c'est-à-dire les pouvoirs spéciaux sont en main des militaires pour mener l'opération de la répression. Donc, Sartre, il a fustigé cette opération de maintien, ce qu'on appelle par euphémisme le maintien de l'ordre, cette répression, en disant que les Algériens méritaient de vivre d'égal à égal avec les Français et en même temps de disposer d'eux-mêmes. C'est important, c'est-à-dire d'avoir leur propre autonomie, leur propre indépendance. C'était cette je rappelle seulement qu'à partir de janvier 1956 jusqu'au mai 57, cette période de 16 mois a été une période capitale dans l'histoire de la quatrième République, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire jusqu'à la montée de Général de Gaulle au pouvoir, l'arrivée du Général de Gaulle au pouvoir. Cette période de 16 mois, un certain François Mitterrand était ministre de la Justice et il avait légiféré pour la peine de mort. Voilà, la peine de mort. Il y avait des statistiques que je voudrais vous citer ici. Bon, je ne les ai pas en tête, mais bon, je vais vous citer. Il y avait 253 condamnations à mort pendant cette période. Il y avait 163 parmi ces 253 condamnations qui sont par contumace. Il y avait aussi 90 personnes qui sont dans le couloir, ce qu'on appelle en anglais death row, c'est-à-dire dans le couloir de la mort. Il y avait 45 personnes qui furent exécutées pendant les 16 mois, c'est-à-dire c'est une période atroce. Et durant cette période, on a instauré ce qu'on appelle les DOP, c'est-à-dire dispositifs opérationnels de protection. Ces dispositifs sont vraiment, c'est un blanc-seing, on dit en français, un blanc-seing pour les opérations de torture. Il y avait des tortures, notamment au centre de trait d'Albière et à la ferme Amziane, à Constantine. Ces opérations de torture, elles sont organisées secrètement, mais il y avait un aval de l'établissement militaire qui a donné son accord pour les opérations de torture. Et pendant cette période, je cite aussi une chose, bon, je rappelle une chose, c'est le meurtre de nationalistes algériens et en même temps comment on appelle
c'est-à-dire un grand Moudjahid, un Algérien, un Français d'Algérie, qui était Odin, qui a été assassiné à la même période. Il y avait aussi le séquestre et l'enlèvement de Honoré Alaï, qui a été torturé dans dans les casernes françaises. Cette période a été très capitale pour Sartre. Pourquoi? Je vais, Parce que je vais insister là-dessus, parce que il a écrit un article qui s'appelle Vous êtes formidable. Cet article, en 1957, qui a été écrit, il a été lu même aux États-Unis d'Amérique. Il dénonçait la torture et tout ça. Et c'était un John Kennedy, qui était un sénateur dans le Congrès américain, qui a lu cet article. Il a lu cet article et il a sympathisé avec la résistance algérienne. C'était en 1957, il était sénateur. Une fois qu'il a accédé au pouvoir comme 35e président des États-Unis, c'était en 1960, il a fait cause pour l'Algérie. Voilà pour dire que Sartre, c'est-à-dire sa contribution, a été capitale. Et en même temps, en 1957, rappelons que Sartre, il a défendu Jamil Abouherd. Il a défendu un certain Abdelkader Garouch et sa femme Jacqueline, qui ont été condamnées à mort. Et c'était grâce à Simone de Beauvoir, sa compagne, que la libération et ou sinon la commutation de peine de ces détenus a été vraiment a été concrète. Ça, pour vous donner, c'est-à-dire des actions concrètes de Sartre. Et en 1960, il avait écrit un livre sur c'est-à-dire il y avait une conversion de la pensée de Sartre, d'une pensée de l'engagement vers la pensée de la praxis révolutionnaire. C'était en 1960 avec, il s'était inspiré de Sartre, parce que Sartre, la praxis révolutionnaire, c'est-à-dire le fait d'aller avec le processus de la contre-violence révolutionnaire. La contre-violence révolutionnaire, c'est-à-dire contre la violence coloniale. À partir de 1960, il y avait cette conversion de Sartre. Il est devenu plus, disons, entre parenthèses, plus agressif médiatiquement contre les Français. Et notamment son soutien au réseau des porteurs de valises. Voilà, les porteurs de valises, Francis Johnson, qui était son compagnon, ils étaient au temps moderne. Les temps modernes, c'est la revue de Sartre. Et ils étaient ensemble dans les temps modernes et tout ça. En 1960, il y avait, bon, avant déjà, il y avait un certain Honoré Curiel, qui était un juif égyptien. Je l'ai cité dans le livre, Honoré Curiel, qui était un homme, la cheville ouvrière de cette entreprise de décolonisation. C'était un apatride. Il était né en Égypte, mais c'était un apatride. Il a fait liaison avec Francis Johnson et ils ont créé le réseau des porteurs de valises. Ce réseau, il a été à l'origine de l'internationalisation véridique des revendications algériennes. Et il a aidé notamment euh, à travers la fabrication de faux papiers pour les résistants et un réseau de transfert d'argent. Il a transféré de l'argent en Suisse, en Tunisie, en Maroc et tout ça. Il a facilité l'acheminement de la logistique pour les résistants algériens. C'est un travail qui a été mené dans une grande discrétion et avec des moyens dérisoires, mais le soutien de Jean-Paul Sartre, notamment lors du procès historique qui a été fait le 5 septembre 1960 à Paris, dans le tribunal militaire français, c'était un coup de grâce pour la colonisation. Parce que la lettre de Sartre qui est arrivée tard,
a vraiment transformé tout le procès qui était avant un procès de droit commun et s'est transformé en procès politique contre la colonisation. C'est la lettre de Sartre qui a été une lettre capitale. Et ce cheminement de Sartre continue. En 61, il a fait une préface, la préface historique. Pardon, je vais survoler les étapes. Hein. En 61, il a fait une préface au livre Les damnés de la terre de Frantz Fanon. Il y avait une rencontre entre Frantz Fanon et Sartre. C'était à Rome. Ils se sont rencontrés. Sartre, Fanon, il était malade. Il était presque en état terminal. Mais quand même, il a finalisé le livre, Les damnés de la terre. Donc, il a rencontré Sartre. Il lui a dit, voilà, je vous donne ce livre, je vous offre ce livre. Est-ce que vous pouvez me faire une préface? Fanon, Sartre, en le lisant, il a compris que c'était les mêmes revendications, lui et Fanon. Donc, il a fait cette préface où il a donné raison à cette opération de contre-violence révolutionnaire. Contre-violence révolutionnaire contre les colons français. Et c'était vraiment la fin du mythe de la colonisation. Et même De Gaulle, parce qu'il y avait les Français d'Algérie qui sont sortis en nombre. Ils étaient vers 7000 personnes qui étaient aux Champs-Élysées. Ils ont manifesté en disant fusiller Sartre. C'est-à-dire, il faut l'achever parce que ce gars, il est contre nous, contre l'Algérie française, contre les intérêts français en Algérie. Il faut l'achever. Et Sartre, il a même été victime d'une opération c'est-à-dire, il y a eu une bombe qui a été mise à deux fois, à deux reprises, là où il habite. Donc, pour dire que Sartre, il a vraiment contribué à ce que les revendications algériennes soient connues, soient entendues, à ce que l'indigène soit reconnu dans sa vraie dimension d'humain. C'est-à-dire Sartre, il considérait l'Algérien, ce qu'on appelle l'indigène, il le considère comme un être existentiel, c'est-à-dire un être qui mérite d'être reconnu dans ses droits fondamentaux, qui sont le droit de vivre sur son sol, avec ses droits et avec sa souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté d'un pays indépendant. Et c'était ce qui a été aussi, c'est-à-dire ressenti lors des manifestations de 17 octobre 1961, où beaucoup d'Algériens ont été jetés à la Seine. Et c'était Sartre aussi qui a défendu dans la revue Les Temps modernes. Il a fait tout un article où il donne le chiffre exact, plus d'une centaine de personnes qui sont tuées, alors que toutes les nouvelles dans la métropole disaient qu'il y a 5 personnes qui sont tuées. Donc, il était, si vous voulez, Sartre, c'est l'homme de la rupture, l'homme du non, l'homme ennemi du conformisme idéologique. Et c'était cette dimension, déjà dès le départ, il a mis la quatrième République, c'est-à-dire devant ses responsabilités historiques, en disant que la répression des Algériens qui étaient avec les Français contre les nazis était la plus grande traîtrise, la plus grande, je ne sais pas, déception pour ces Algériens-là. Parce que on ne peut pas nier leur droit à être sur leur sol, leur droit à disposer d'eux-mêmes, à être reconnus dans toutes leurs revendications. Et en 1961, c'est-à-dire lors de cette préface, les Français s'étaient sentis comme agressés dans leur amour propre. Parce que Sartre, il dénonçait exactement l'exploitation coloniale, la rapine,
c'est-à-dire l'expansion territoriale des anciens empires coloniaux. Parce que cette expansion, elle a été considérée, parce que je rappelle seulement, entre parenthèses, que la France a été toujours vue dans le monde entier comme le tyran des terres, contrairement à l'Angleterre, qui était le tyran des mers. C'est-à-dire l'expansion française, elle était une expansion territoriale. Et cette exception en Algérie, qui était une colonie de peuplement, où il y avait beaucoup de minorités, c'est-à-dire il y avait des Juifs, il y avait des Pieds Noirs, il y avait des indigènes, il y avait des Français d'Algérie. Donc, toutes ces communautés ont été dans une sorte de lutte indirecte, parce que les Pieds Noirs se considèrent comme propriétaires terriens, les Juifs comme une minorité qui était persécutée, bien sûr, en Europe et tout ça, mais on a toujours cette obsession de la persécution en terre algérienne. Et il y avait les Français d'Algérie qui sont à la fois méprisés en métropole et méprisés, c'est pas méprisés, c'est-à-dire regardés avec suspicion par les Algériens, parce qu'ils les considèrent comme des colons qui sont venus, ou des Français d'Algérie qui ont donné un soutien aux Français qui les méprisent, qui les répriment, qui les tuent. Et c'était dans cet ordre d'idée que Sartre a donné raison, il a légitimé la violence révolutionnaire. Il a légitimé la violence révolutionnaire en disant que, c'est-à-dire la tuerie, c'est-à-dire tuer et la fraternité et la tuerie, c'est-à-dire tuer, c'est des vertus inséparables. On peut tuer pour avoir notre droit, pour acquérir, reconquérir nos libertés, pour arriver à notre but. Et c'est là qu'il y a le désaccord avec Camus, qui était un moraliste qui voulait une égalité entre indigènes et français, mais dans le giron français. C'est-à-dire il voulait réformer le colonialisme de l'intérieur. Et c'était une erreur capitale aussi, parce qu'on ne peut pas réformer ce qui est réformable. On ne peut pas réformer la colonisation comme étant, en disant c'est une œuvre de construction, de modernisation, d'avancée, du progrès. On ne peut pas, parce que ce n'est pas logique. Et c'est là aussi que Sartre a donné tout son appui à dire que l'intellectuel, c'est un homme du doute, un homme de la douleur et un homme du progrès. Parce qu'un intellectuel, s'il n'arrive pas à se séparer du conformisme ambiant, il ne pouvait jamais avancer dans sa quête de la liberté, dans sa quête d'un idéal humain en dehors de toutes les contraintes, de toutes les pressions extérieures. Et c'était le challenge de Sartre que je pense que, indépendamment de sa philosophie existentialiste, Sartre a réussi dans l'engagement. Sans engagement, un intellectuel ne pouvait jamais avancer. C'était la grande, disons entre parenthèses, invention de Sartre, comme étant un philosophe de la rupture. D'ailleurs, en 1956, pour revenir justement, il a rompu avec le Parti communiste français. Il a rompu avec le Parti communiste français parce qu'il considère que le Parti communiste français n'a pas pris ses responsabilités vis-à-vis du conflit algérien. Il était dans la réticence. Il y avait des initiatives individuelles dans le Parti communiste, il y avait des militants qui ont milité individuellement en faveur de l'Algérie, mais il n'y avait jamais une position commune de ce parti pour l'Algérie. Et c'est là que Sartre a dénoncé cette gauche traditionnelle, cette gauche institutionnelle qui n'arrive pas, qui n'était pas arrivée à se structurer et à avoir une position ferme contre l'hydre colonialiste. Pour Sartre, c'était une déception.
il a ce qu'on appelle la gauche respectueuse. Il a dénoncé cette gauche respectueuse, cette gauche soumise, cette gauche qui n'arrive pas à assumer son éthique humaniste, l'éthique des droits de l'homme, l'éthique de la République, de la fraternité. Et d'ailleurs, Sartre a dit que tuer, c'est arriver à la fraternité. C'est pour ça il a donné son blanc-seing. Il a donné son blanc-seing pour la contre-violence révolutionnaire. Sartre, si vous voulez, c'est-à-dire le résumé, c'est l'homme de l'engagement total. Je ne peux pas, parce qu'il y a certains qui disent, bon, Sartre, il a collaboré avec le Vichy, il a donné son accord pour les Allemands, il a même, c'est vrai que Sartre, il a fait jouer les mouches, une pièce de théâtre, dans une caserne pour les militaires. C'est vrai, c'est une vérité. C'était des militaires allemands. Mais il y avait, parce que Sartre à l'époque, il n'était pas vraiment engagé. Pour lui, l'action était une passion inutile. Il y avait ce qu'on appelle en philosophie, il y a de la contingence. La contingence, c'est une philosophie où l'action n'a pas vraiment sa place dans la pensée. L'action, elle a été mise à la marge. Et c'était après 1945 que Sartre s'est un peu réveillé en changeant. C'est-à-dire le philosophe, c'est le changement aussi. Il a changé ses positions, il a adopté une autre attitude favorable à l'engagement. L'action et l'engagement, c'était la voie idéale pour Sartre afin d'arriver à l'apothéose qui est la liberté. La liberté au sens large du terme. Il y a des critiques aussi qui disent que Sartre était allé trop loin dans sa revendication de la contre-violence révolutionnaire, c'est-à-dire en soutenant ces terroristes. Parce que, attention, le FLN, les combattants du FLN, les Moudjahidines et tout ça, ils étaient considérés comme des terroristes entre 45 et 62. C'était et notamment par le philosophe Albert Camus. Albert Camus, il considérait le fait d'aller vers une action violente, c'est déjà un échec. C'était la rupture avec l'éthique. L'éthique, c'est-à-dire pour revendiquer sa liberté c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est pas le structure, ce qu'on appelle, c'est une forme de réformisme. Parce que attends, Camus, il était ami avec Mondis France. Mondis France, qui était avant Guy Mollet et qui revendiquait c'est-à-dire un réformisme structurel. On va réformer la colonisation de façon structurelle en donnant un petit peu de droits aux indigènes et en acceptant certaines libertés pour les indigènes et en essayant de faire l'égalité entre l'indigène et le français pour arriver à une cohabitation entre toutes les communautés dans le giron français. Mais pour Sartre déjà, et même bon, pour ma lecture personnelle, c'était déjà un échec. Parce qu'en revenant déjà en arrière, c'était en 1871, 1881, 1881 que le décret Crémion a accepté de naturaliser les Juifs, qui étaient des Juifs algériens. Ce qui était anormal, parce que en acceptant la naturalisation des Juifs, en la refusant aux indigènes, on crée d'ailleurs une division entre les communautés. C'était déjà une faille. Et bon, sans la citer, Sartre a compris que pour arriver à un stade où la répression a été érigée en norme de conduite par la quatrième et la cinquième, et plus tard par De Gaulle, la cinquième République, c'était vraiment une erreur capitale, une erreur capitale. On ne gère pas par la répression. Et De Gaulle, il a été critiqué. Il a été critiqué au Vétariol depuis 58. Et on se rappelle de la lettre qui a été écrite avant.
l'avènement de la Cinquième République, c'était le 17 avril, je crois, 1958. Il y avait Martin Dugas, il y avait André Malraux, il y avait Sartre, il y avait François Morgan. Ces quatre personnes ont écrit ont rédigé une lettre solennelle au président de la République, René Coty. René Coty à l'époque, c'est-à-dire avant De Gaulle, pour lui demander, exactement, de lui demander de cesser les opérations de répression et de cesser la torture des Algériens. Et en même temps, parce que avant 58, juste avant, il y avait la saisie de la question d'Oner Alag, le livre qui était polémique et qui a créé une certaine tension dans les milieux intellectuels français et qui apporte des preuves irréfutables sur l'usage de la torture, un usage généralisé à travers toutes les régions c'est-à-dire de la colonie algérienne. Mais cette lettre, Camus, par exemple, n'a pas participé à la rédaction de cette lettre. Et Sartre n'a jamais pardonné à Camus son refus de signer cette lettre. Parce qu'il considère qu'un intellectuel, il doit s'engager. Voilà. Ce qu'on retient de la pensée de Sartre, c'est-à-dire indépendamment de la question algérienne, c'était l'engagement. Parce que même après la révolution algérienne, la guerre d'Algérie, il a porté aussi soutien à d'autres causes. Et pour revenir, parce que je vais faire une petite parenthèse, s'il y avait du temps, je ne sais pas s'il y a du temps, euh, cette, euh, la cause palestinienne. La cause palestinienne, depuis 1948 jusqu'à presque 1972, euh, Sartre, a été, si vous voulez, a été motivé par une certaine détermination affective, c'est-à-dire qui était une maladie chez l'élite française, euh, qui voulait, qui vit dans l'obsession de l'antisémitisme. L'obsession de l'antisémitisme en disant que un foyer juif pour l'État d'Israël est nécessaire. C'est vrai que Sartre, depuis 1948 jusqu'à 1972, a fait cause pour les Juifs, sans renier le droit des Palestiniens à avoir un État libre, un État indépendant. C'est-à-dire, il était, si vous voulez, pour une solution à deux États. Mais en 1972, il y avait un tournant historique. C'était les attentats de Munich, les attentats de Munich, il y avait des athlètes israéliens qui ont été tués par la résistance palestinienne. Et cette opération a été soutenue, contrairement à tous c'est-à-dire les intellectuels français, a été soutenue par Sartre. Et Sartre qui disait que les Palestiniens ont le droit de se défendre et d'avoir un État. Et le meurtre de ces athlètes, c'est un meurtre justifiable. Voilà. Pour dire que Sartre, il a été aussi, il était allé trop loin dans sa conception de la contre-violence révolutionnaire. Et entre 1954 et 1962, a été un stade d'expérimentation et une phase capitale dans sa pensée. Parce que Sartre, il a, l'Algérie a favorisé, a mis en branle la pensée engagée de Sartre entre 54 et 62, 7 ans et demi, Sartre a pris fait et cause pour la contre-violence révolutionnaire. Et cette contre-violence révolutionnaire, cette philosophie de la contre-violence révolutionnaire, elle a motivé, elle a géré, elle a donné naissance à sa philosophie existentialiste son acception la plus large. Et je ne sais pas, est-ce que nous avons encore du temps pour continuer ou euh, Vas-y, Kamel, développe si tu as des choses encore à dire. voilà. Je vais développer parce que je vais laisser peut-être l'espace à la discussion. Et par exemple, lorsqu'on revient vers
vers les articles de Sartre, notamment après 58, c'était des articles qui étaient dirigés directement contre la politique gaullienne. Contrairement, par exemple, à François Mauriac, qui était un anticolonialiste aussi de renom, qui a changé de cap après 58 et qui est devenu gaulliste, ou d'un certain André Malraux, qui est devenu, bon, c'était considéré comme le prince des lettres et tout ça, qui a, après 58, rejoint le camp gaulliste pour dire que la colonisation est une œuvre de pacification, de civilisation c'est-à-dire et de lumière, du progrès. Donc, il a changé de cap. Vraiment, c'est le seul qui est resté sur la voie de l'anticolonialisme. Même Martin Dugard, il a changé de voie. On le trouve jusqu'en 1962. C'était le même Sartre qui a donné raison aux résistants algériens contre la colonisation. C'était le même Sartre qui a promu le manifeste des 121. Le manifeste des 121, qui était un manifeste mondial, qui a été écrit en septembre 1960. Ce manifeste des 121, c'était vraiment une étape charnière. Pourquoi une étape charnière? Parce que c'est la première fois que des intellectuels se sont réunis pour mettre un manifeste public, médiatique, contre la colonisation et contre les pratiques françaises en Algérie. Et ironie du sort, le mois d'octobre 1960, c'était un autre manifeste qui a été publié, cette fois-ci, par d'autres intellectuels qui se réclament de l'Académie française et tout ça, qui ont fait un contre-manifeste pour fustiger les traîtres, entre parenthèses, les traîtres du manifeste de septembre 1960. Ce contre-manifeste a été suivi par le gouvernement français, secrètement, par des arrestations de quelques figures des 121, des 121 de septembre 60. Et cette opération de répression, elle a été suivie à l'étranger, notamment aux États-Unis, par un certain Jean Kennedy. Je reviens toujours à Jean Kennedy, qui suivit de très près la situation algérienne. Et il a été fasciné vraiment par la résistance des Algériens et par les prises de position de Sartre. C'est-à-dire, si vous voulez, Kennedy a été toujours derrière les articles de Sartre, derrière ce que Sartre écrivait. Et même en 1962, lorsqu'il y a eu des bombes chez Sartre, ils ont mis des bombes en plastique contre Sartre, toute la planète a entendu ce fait. Parce que Sartre, c'est un philosophe quand même qui a été euh, nobilisable et il a eu un Nobel. C'est pas un philosophe c'est le philosophe germano-pratin le plus engagé, le plus actif, le plus mobilisé sur des causes justes. Et sa plume a été c'est-à-dire une plume acerbe, une plume d'une rare perfection, c'est-à-dire sur le plan linguistique, sur le plan littéraire, sur le plan des idées, et tout ça, il a su capter l'attention des médias français, des médias étrangers, des médias européens sur la cause algérienne. Donc, certains, parce que moi j'ai eu des critiques en disant que Sartre, le soutien de Sartre à la cause algérienne a été un soutien médiatique. Non, c'est pas un soutien médiatique. Il y a eu un soutien logistique. Je rappelle un fait. Un fait, c'est que Sartre, il a eu une fille adoptive qui s'appelle euh, euh, qui s'appelle Al-Kaïm Sartre, comment elle s'appelle? Arlette Al-Kaïm Sartre. Cette fille adoptive, elle a joué un rôle important en hébergeant Francis Johnson à Paris. Lors de sa fuite, parce que lorsque les nouvelles ont éclaté sur la découverte d'un réseau de soutien logistique, réseau Johnson et tout ça, Johnson, il a été persécuté en France. Et il a été classé dans la liste, c'est-à-dire un billet de recherche contre le Johnson. Et c'était
Arlette Alcaïm Sartre qui l'a hébergé. Et c'était Sartre, ce qu'on ne dit pas, qui a fourni la logistique, c'est-à-dire l'argent. Il a fourni l'argent, Sartre. Il a fourni l'argent à Arlette Alcaïm pour héberger Francis Johnson et pour la révolution algérienne. Voilà, c'est dur. C'est dur. Parce que Sartre, il n'était pas dans une posture passive, une posture, c'est-à-dire à la marge, il a regardé les événements immédiatement, parce que certains disent que Sartre n'a pas été en Algérie, n'a jamais mis le pied en Algérie. C'est vrai, il n'a jamais mis le pied en Algérie. Mais son soutien, il a été plus pratique, plus bénéfique, plus utile que ceux qui ont parfois foulé le sol algérien. Parce que c'est un écrivain, c'est un philosophe d'envergure, un philosophe qui a un aura international, qui a une certaine réputation dans les milieux intellectuels, dans les milieux politiques, dans les milieux c'est-à-dire financiers aussi, hein. Même les gens de la finance, ils le connaissent parce que c'est un écrivain, il est connu, parce il a eu des prix, il a eu une certaine aura médiatique incontestable. Et malgré bon, il y a quelques failles, notamment son non-engagement avant la Seconde Guerre mondiale, il est justifié. Il est justifié parce qu'il a une œuvre monumentale pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment La Nausée. La nausée, c'est un livre qui a été publié en 1938 et qui a été même commenté par un certain Albert Camus, qui l'a commenté et qui lui a donné vraiment toute sa dimension philosophique. Il a réussi, mais bon, l'avènement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, elle a rompu un petit peu l'avancée de Sartre vers la gloire qu'il a connue à travers l'Algérie. L'Algérie a fait entrer Sartre dans le panthéon des géants de l'humanité. Voilà, c'est ça. Donc, j'espère, j'ai fait un petit aperçu. Bon, on va continuer dans la discussion s'il y a des questions, parce qu'on ne peut pas embrasser toute l'œuvre de Sartre. Merci. Merci Kamal. Donc, Alors, je vais boire un petit peu d'eau. c'était très enrichissant. D'habitude, nous avons des gens qui interagissent sur le lien avec la vidéo. Moi, je ne les vois pas parce qu'aujourd'hui, on a eu un petit souci technique. On a travaillé autrement. Je ne sais pas si Nassar a quelques questions pour Kamel. Moi je vais prendre une. Il y a eu certains intellectuels français que tu avais cités tout à l'heure qui ont eu des contacts directs avec la révolution algérienne. Il y a eu des échanges avec les leaders de la révolution. Qu'en est-il de Sartre? Est-ce qu'il y a eu des contacts officiels, que ce soit du côté des officiels de la révolution algérienne pour lui demander de plaider leur cause ou inversement? Est-ce que lui, il a eu des contacts dans ce sens? Selon mes recherches, parce que moi, je vous ai dit au départ que j'ai suivi le parcours de Sartre depuis longtemps. Parce que moi, j'essaie de décortiquer certaines failles dans le parcours de Sartre et tout ça, parce que notamment son soutien aux nazis, entre parenthèses, hein, son soutien au régime de Vichy, un régime qui était un régime qui était aux côtés des nazis. Voilà. On le sait tous, tout ça. Mais je n'ai jamais trouvé de traces, c'est-à-dire de contact entre l'Algérien et la résistance algérienne et Sartre. Et pourquoi? Cela, à mon sens, et à travers les lectures que j'ai faites, c'est que Sartre n'a jamais mis le pied en Algérie. Parce que certains, ils disent qu'il était en Algérie. Sartre n'a jamais mis les pieds en Algérie. Pourquoi il n'a jamais mis les pieds en Algérie? Parce que, d'abord, son organe, les temps modernes, il a été saisi 4 fois ou 5 fois. Ils ont saisi la revue des temps modernes, qui a été publiée en Algérie. Ils l'ont saisi 2 fois ou 3 fois en France. En Algérie, elle a été beaucoup plus saisie qu'en France. Ça, numéro un. C'est-à-dire, déjà, il a été censuré. Censuré, ce qui a
empêché un petit peu sa liaison avec la révolution algérienne. En plus, Sartre, c'est par éthique. Il y avait une certaine éthique dans sa conception parce que dans ce il a écrit, il est revenu à Robespierre. Robespierre, c'était ce qu'on appelle, avec Saint-Just, dans la Révolution française, c'était un personnage incorruptible. On l'appelle l'incorruptible. Ce Robespierre, si vous voulez, il a légitimé la violence. Il a légitimé le fait révolutionnaire contre ce qu'il appelle les traîtres, ce qu'il appelle les non-résistance. Bon, il a beaucoup de définitions, mais il a légitimé le fait révolutionnaire. Robespierre, c'était dans la Révolution française, juste quelques années après la Révolution française. Et Saint-Just a même trouvé une vertu entre l'acte de la violence et la fraternité. Vous voyez un petit peu. Donc, Sartre, il s'est référé à ces deux images, à ces deux icônes de la Révolution française, de la période juste quelques années après la Révolution française, pour donner toutes ces lettres de noblesse à la violence contre-révolutionnaire. Mais du côté algérien, pour revenir à cette autre question, c'est-à-dire, pour les Algériens, il n'a jamais eu de contact direct. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être il a des contacts indirects, mais je ne crois pas. Donc, il n'a pas de. C'est par l'éthique. Parce que Sartre, il se voulait, il se voulait un intellectuel français universel, libertaire, existentialiste, qui défendait le droit à l'existence à tous les peuples, y compris le peuple algérien. Donc, sa philosophie, c'est une philosophie universelle, une philosophie si vous voulez, libertaire, existentialiste, une philosophie totale. Voilà, le philosophe total. C'est-à-dire, il dépasse cette notion du philosophe, du penseur organique de Gramsci. Par exemple, pour revenir au Gramsci, j'ai fait un petit détour pour parler de Gramsci qui disait que le penseur doit être organique, c'est-à-dire il va conjuguer sa subjectivité avec l'objectivité. On ne peut pas être un penseur si on pense tout seul, à notre niveau, sans donner à notre pensée une dimension objective qui embrasse toute la sphère pratique, ce qu'on appelle la praxis chère à Marx. Et en même temps, Sartre, pour faire aussi un parallèle avec Marx, il croyait que la société, c'est le foyer de l'histoire. La société, c'est le foyer de l'histoire. Sartre, il croit que la société, c'est le foyer de l'existence. C'est pas de l'histoire. Parce que pour Sartre, l'existence, elle dépasse l'histoire. Exister, c'est dépasser l'histoire. C'est être au-delà de l'histoire. Au-delà du fait d'être un humain. L'existence, c'est universel. C'est un droit fondamental aussi. Un être existentiel, l'indigène, pour lui, c'est un être existentiel. C'est pas parce que cette affirmation, un être existentiel, elle a une explication. Un être existentiel, c'est un être qui pense, un être qui a une âme, un être qui doit être libre, qui a des droits. Et cette fameuse intégration dont on parle dans les milieux français, notamment pendant la quatrième République, pour ça, c'est une notion absolument absurde parce qu'on ne peut pas intégrer les Algériens dans le giron français. Pourquoi ne pas leur donner tous les droits qu'ils revendiquent? Comme eux, les Français et les Algériens sont des peuples différents. C'est-à-dire, on ne peut pas, c'est-à-dire, pour revenir à Camus, ce giron français qui va contenir toutes les communautés, c'est un mythe, c'est un faux semblant. Voilà, c'est un faux semblant, c'est un prétexte à la répression. Même si Camus a défendu aussi, lui, à partir de 57-58, il a défendu quelques condamnés à mort au nom d'une certaine éthique
moraliste. Parce que Camus, c'est un moraliste. Mais Sartre, c'est un philosophe. C'est ça la différence. C'est-à-dire un philosophe, il doit avoir pour l'engagement pour moteur de vie, moteur de recherche de la dignité, de l'humanité, d'un idéal de liberté. C'est cette différence qui fait toute la part des choses entre les deux philosophes. Nassar, as-tu Alors, Aziz, aurais-tu une question? oui, j'ai une petite question. D'abord, félicitations pour l'intervention, c'est très enrichissant. Ah, Et merci. puis, ça se voit que vous avez fait un travail énorme, autant dans la recherche académique pour aller suivre toute la philosophie de Sartre, et aussi pour écrire un petit peu avec les paramètres que nous avons, nous, mon vécu, moi je suis au Canada, mais mon vécu en Algérie, on parle très peu de Sartre versus Camus. Alors que même si c'est deux personnages académiques, mais je pense qu'il y a une ambiguïté aussi entre le philosophe et l'écrivain. C'est ma, 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 ma vision des deux personnages. Et ma question par rapport à l'engagement des deux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une ambiguïté aussi dans les deux personnages par rapport à l'action? L'un est philosophe, donc il a une pensée philosophique versus les choses qui se passeraient en temps de guerre, et un écrivain qui, lui, justifiait sa position par le fait de l'élite de l'époque française pendant la guerre d'Algérie. Quel est ce rapport-là parce qu'on sent qu'il y a un rapport de force entre les deux protagonistes. Est-ce que vous le pensez? Vous voulez parler de Sartre et de Camus, De c'est ça? Camus et de Sartre, oui. Ouais, ouais. Je pense que, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai senti une ambiguïté, Non, pas dans la non, pensée, mais dans l'action. l'ambiguïté, c'est vrai que, merci de m'avoir posé cette question. L'ambiguïté, elle est monumentale chez Camus, notamment. Pourquoi? Parce que avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que Sartre, je l'ai cité dans la conférence, durant la conférence, en disant que Sartre, il pensait que l'action est une passion inutile. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'agir. À quoi ça sert d'agir? On n'a pas besoin d'agir. On ne va pas changer le monde. Il y avait, je l'ai cité dans la conférence, ce besoin de la contingence. La contingence, c'est-à-dire la contingence, c'est une vision fataliste. On est géré par les circonstances, par le milieu, par ce qu'on vit. Donc, ça ne sert à rien d'agir, on ne va pas changer le monde. C'est comme pour Bourdieu. Bourdieu, c'est une philosophie fataliste, complètement fataliste. Il y a une vision fataliste. C'est l'habitus, on est dans l'habitus, on ne peut pas changer parce que l'habitus est comme ça, je suis né en Kabylie, je dois penser selon les circonstances de la Kabylie, selon la physionomie de la Kabylie, selon la géographie de la Kabylie. Donc, c'est l'habitus qui condamne l'être humain ou tout ça à vivre selon son milieu. Ce que un philosophe espagnol, il s'appelle José Ortega y Gasset, il disait yo et la circonstancias, moi et les circonstances. Voilà. Ça régit moi, yo, et la circonstance et les circonstances. C'est à peu près ça, c'est la vision de Sartre avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais après la Seconde Guerre mondiale, mais Camus, avant, pour faire le parallèle, Camus, avant la Seconde Guerre mondiale, c'était un écrivain très engagé. Très engagé. Je cite, je vais faire un appui très précis, un point très précis sur son reportage en Kabylie. C'est un reportage où il démembre
toute la précarité, toute la misère, toute la clochardisation. Voilà, c'était Germain Tillon. Parce que Germain Tillon disait la clochardisation de la Kabylie. Les conditions sont atroces. Les gens vivent dans la misère la plus amère. Il y a beaucoup de gens dans la rue qui n'ont pas de moyens et qui n'ont pas d'habits, qui vivent mal leur vie. C'est-à-dire dans ma conception, c'est une lutte contre le colonialisme. C'est une lutte indirecte contre la colonisation. Mais c'est un engagement aussi parce que c'est un journaliste qui était allé sur les lieux, il a enquêté, il a fait ses statistiques, il a tout révélé dans son reportage. Il y avait 11 épisodes dans cette 11 épisodes. C'est-à-dire un épisode, c'est vraiment un grand reportage sur un journal, deux feuilles ou trois feuilles, pour raconter ce qui se passe en Kabylie. Et même le gouvernement de l'époque, il a pris conscience de ce qui se passait réellement en Kabylie. C'est pour inciter les Français à agir, à s'améliorer, à améliorer leur système de gouvernance pour garder l'Algérie, la colonie de peuplement qui était l'Algérie. Mais après 1945, la vision de Camus a changé. Il devient presque un moraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui dit que la violence ne doit pas être utilisée, ne pas contrer la violence, contrer la violence par la violence. C'est-à-dire, si quelqu'un il est violent, je ne peux pas être violent contre lui pour arriver à un but. Et il était avec ce que j'ai rappelé dans la conférence, le réformisme structurel. Le réformisme structurel, cher à Mondis France. Mondis France, qui était un président du Conseil, il voulait changer la condition des Algériens par étapes pour peut-être arriver à une certaine égalité. C'est comme le projet de Blanc-Violette en 1936. C'était donner quelques droits aux Algériens pour qu'ils soient calmes, pour qu'ils ne se révoltent pas, pour qu'il n'y ait pas de violence. Mais cette vision, elle a vraiment, c'est une vision erronée. Pourquoi? Parce qu'en 1954, les Algériens se sont révoltés. Pourquoi ils se sont révoltés? Parce qu'il y avait la déception de 1945. Ils sont sortis pour revendiquer leurs droits, pour c'est-à-dire une égalité, pour avoir une égalité avec les Français, mais ils ont été réprimés par les Allemands, par les Français, directement par les Français. Et pourtant, ils ont aidé les Français dans leur lutte contre les nazis. Donc, il y avait cette déception. Camus, tout ce que disait Camus après 1945, c'est c'est une forme de, c'est un mensonge. C'est un mensonge sur le plan pratique. Sur le plan pratique, c'est pas sur le plan philosophique. Parce que sur le plan philosophique, il y avait des allusions, il y avait des interprétations. On peut interpréter une phrase par différentes manières. On appelle ça dans la linguistique la connotation. La connotation de la phrase. Lorsqu'on écrit une phrase, il y a beaucoup d'interprétations sur cette phrase. À partir de 1945, ils disaient, oh, voilà, en égalité des droits. Mais les Algériens, ils étaient touchés dans leur chair propre, dans leur dignité. Ils ont vu les siens se faire massacrer par les... Voilà. Donc, sa vision. Là. Mais Sartre, après 1945, c'est tout un autre philosophe. C'est le philosophe de l'action. Il était revenu sur le terrain. Il disait que les Algériens subissaient la pire discrimination. Il a comparé même la colonisation en 1954. Je n'ai pas exactement la date. En 1954, il a comparé la colonisation au nazisme. C'était en 1954. C'est dur. C'est dur pour le dire. C'est pour un philosophe métropolitain. C'est un risque. Parce qu'il y a des risques. Et c'est un philosophe germano-pratin, c'est-à-dire il habite au champ au Saint-Germain-des-Prés. C'est pas de, et en 55, c'était vraiment directement, il disait l'Algérie n'est pas la France. Directement, c'était un slogan, c'était un titre dramatique. Il a même écrit Vous êtes formidable. Je vais continuer un petit peu. Vous êtes formidable, qui était un article. Avant, c'était le titre, hein, une entreprise de démoralisation. Le titre. Il a envoyé l'article au Monde.
Le journal Le Monde, il n'a pas été publié. Et pourtant, c'est Sartre qui l'a envoyé. L'article n'a pas été publié. Et il l'a publié sous un autre titre, Vous êtes formidable, sur les temps modernes. Il a publié cet article sur les temps modernes pour mettre en exergue le fait que la colonisation, c'est une supercherie. C'est une supercherie, c'est une supercherie qui ne passe pas, qui ne peut pas passer. Voilà. Donc, Vous avez fait, vous avez fait tout à l'heure le parallèle avec ce qui se passe en Palestine. C'est clair qu'il y a un rapport, je dirais, linéaire par rapport à ce qui se passe pour la colonisation de la Palestine. Néanmoins, qu'est-ce qui vous a amené En à, à- en une ou deux minutes, Nassar, parce Oui, qu'on a. une seconde, Aziz, une seconde. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur Sartre, justement? Et parce que c'est très peu je dirais, très peu d'intellectuels algériens ont écrit d'abord sur ça et se penchent sur sa philosophie. On a écrit sur Camus, ici, quelle que soit sa position. non, ici pour vous dire, c'est-à-dire pour vous parler sincèrement, Sartre, ce livre-là que j'avais écrit, c'est le premier dans la Méditerranée du Sud. C'est ça, Voilà, qui parle de Sartre. Il y a des milliers de livres qui parlent de Sartre dans l'autre côté de la Méditerranée. c'est vrai, c'est Donc, vrai. pourquoi? Moi, j'ai apporté une autre vision, Une autre dimension. une autre vision de Sartre. J'ai vu Sartre de l'angle algérien, mais sans populisme. C'est-à-dire, Oui, j'ai enlevé l'aspect populiste oui. à la question de Sartre. C'est-à-dire, j'ai essayé de traiter Sartre à travers le prisme de la recherche. Euh, je vais vous dire l'autre, comment il s'appelle, l'écrivain américain. C'est un écrivain connu. Et il dit que dans la recherche, il y avait scholarship and commitment, c'est-à-dire la recherche La et recherche. l'engagement. S'il n'y avait pas scholarship, c'est la recherche, commitment, c'est l'engagement. S'il n'y avait pas cette dimension dans le travail d'un intellectuel, Chomsky, c'est Chomsky qui le dit. S'il n'y avait pas ces deux dimensions dans le travail de l'intellectuel, c'est un travail voué à l'échec. Si j'ai Ah, traité, vous faites voyager les lecteurs dans cet environnement. Parce que c'est très difficile de faire une approche académique ou même intellectuelle de recherche avec un prisme qui est personnel. Parce que je vous dirais qu'en Algérie, vous savez, tout le monde sait qu'on ne lit pas beaucoup, au moins ces 30 dernières années en tout cas. Très peu de gens lisent. Et quand un écrivain ou un académique comme vous, un intellectuel, écrit quelque chose sur un prisme et une vision qui est beaucoup plus nouvelle, c'est très difficile d'aller chercher je dirais, le parallèle de ce qui s'est écrit sur Sartre. C'est très difficile. moi, non, c'est vrai qu'il y a cette difficulté, mais il faut surmonter les difficultés aussi, hein. Oui, oui, J'ai oui, essayé, bien. moi, Je suis dans ce d'accord. travail-là, je ne l'ai pas fait, c'est-à-dire, j'ai fait des lectures qui remontent à des années, mais j'ai accumulé des lectures, des lectures, des lectures, des lectures, et j'ai fait le tri. Le jour J, lorsque j'ai senti ce besoin d'écrire ce livre, parce que la nécessité, c'est-à-dire, c'est le temps idéal pour le livre. Surtout avec la Oui, crise palestinienne. Ce qui se passe en Palestine, il justifie ce livre. Parce que lorsqu'on lit ce livre-là, on comprend ce qu'il y a en Palestine. On comprend directement. Les engagements de Sartre, la question de la violence, la question du terrorisme. Et oui, qu'est-ce qu'un terroriste? Qu'est-ce qu'un terroriste? Et qu'est-ce qu'un résistant? Qu'est-ce qu'un révolutionnaire? Qu'est-ce qu'un contre-révolutionnaire? C'est toutes ces questions qui sont, notamment lorsque, par exemple, on prend Camus. Camus, il dit l'homme révolté. L'homme révolté. C'est un livre phare. Moi, lorsque je lis l'homme révolté, je me dis, Camus, vraiment, il y a une certaine ambiguïté et je ne comprends pas qu'est-ce qu'une révolte et qu'est-ce qu'une révolution. Pour Camus, la révolte et la révolution, c'est deux choses qui sont dis- complètement différentes. c'est ça. Ça n'a rien à voir. La révolte,
La révolte, c'est à titre personnel. La révolte contre le monde, la révolte contre l'absurde, l'absurde qui vient de absordo, absordo qui est la terre sourde, qui n'écoute pas l'absurde. On n'écoute pas le monde absurde. C'est du sourd, ça vient du sourd. Et puis la révolte contre le désordre du sens, le désordre du monde, le désordre financier, c'est ça. Mais Camus reste un intellectuel de la petite bourgeoisie, c'est-à-dire un intellectuel de la bourgeoisie qui, qui voulait un monde sans violence, qui voulait un monde sans violence. C'est vrai qu'on peut idéalement espérer un monde sans violence, mais réellement, est-ce qu'on peut vivre dans un monde sans violence? C'est ça la question. Et si jamais il y avait violence, sûrement, il y aurait de la contre-violence. Action-réaction, à chaque Et, action. Action, réaction. Aziz, juste une petite question sous-jacente par rapport à la distribution du livre. Qu'en est-il là-bas en Algérie par rapport à l'édition et la distribution? Est-ce que vous l'avez distribué uniquement en Algérie ou là, vous l'avez mis sur une plateforme? Là, comment vous faites actuellement? Bon, moi, pour moi, c'est le seul livre que j'ai publié ici. Tous mes livres sont publiés en France. Donc, Ok. donc moi, j'ai fait un pari de publier un livre. C'est un intellectuel de renom, un intellectuel très connu, médiatique, un intellectuel engagé, tout ça, pour voir, c'est-à-dire le degré d'enthousiasme des Algériens pour la lecture. Donc, j'ai fait le Salon international du livre. J'étais allé faire quelques ventes dédicaces. J'étais invité à des ventes dédicaces par le Centre culturel ici à Bougie. J'ai fait un travail ici, un travail de médiatisation. Oui, oui, de Mais, communication. mais c'est un travail suffisant. Un travail suffisant. Un travail insuffisant. Un travail insuffisant. C'est-à-dire, selon moi, parce que moi, j'aimerais rencontrer le public directement, rencontrer le plus large. Parce que au Salon international du livre. C'est vrai qu'il y a quelques gens qui sont venus. Il y a des... Mais pour moi, c'est insuffisant. Insuffisant parce que un intellectuel. Aziz va On termine, certainement. Nasser. Oui, oui, Aziz Balak, tu vas poursuivre avec lui en termes relationnels dans les communications pour lui parler un peu de notre projet pour mettre en évidence dans les prochains mois certains écrivains je dirais, algériens ou de la vallée de la Sommam pour l'idée de faire connaître leur écrit, leur ouvrage et éventuellement de voir comment on pourrait regarder l'avenir justement avec ce qui s'écrit et qu'on n'a pas toujours la possibilité ici au Canada ou au Québec d'avoir. Donc, je te laisserai expliquer comment tu avais eu On, on, l'idée il y a quelques mois. ouais, on De... va en parler en aparté, Voilà. et on va diffuser ça en temps et lieu. Donc, je vois que le temps c'est aujourd'hui un peu notre ennemi, malgré comment dire, l'importance du sujet. Et nous avons eu avec plaisir Kamel Guerroua qui nous a parlé de Sartre et l'Algérie. Notre association, évidemment, continue son programme. L'objectif est justement de donner la parole à des écrivains, chez nous, surtout dans une époque où les lecteurs se font de plus en plus rares. Et j'espère que ce que nous faisons au niveau de l'association va aider un peu à faire un peu ce lien entre nos auteurs et les lecteurs. Comme a mentionné Nassar, nous avons des projets afin de faire quelque chose qui va regrouper dans une seule place toutes les œuvres des auteurs. C'est sûr que nous, on ne peut pas faire venir les gens ici avec les moyens financiers, on n'en a pas, sincèrement. C'est juste des volontés, de l'engagement personnel que nous investissons pour
une cause noble, c'est justement pour que notre culture se fasse connaître, se fasse développer ici et ailleurs. Voilà, donc Kamel, c'est un grand plaisir d'avoir partagé aujourd'hui ces quelques minutes avec vous. J'espère que ce ne sera pas la dernière, c'était la première, mais il va y en avoir des rencontres, c'est certainement pour présenter d'autres livres que vous avez produits, que vous allez produire dans le futur. Nous vous souhaitons un avenir très livreux, avec beaucoup de livres. C'est Et livreur. Ouais. ouais, c'est ça. C'est un nouveau adjectif. C'est un nouvel Joli. adjectif. Et voilà donc pour ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, un grand merci pour votre patience et votre attention. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines rencontres. Nous avons une autre bientôt le 9 mars avec un autre auteur. Et ce sera une émission qui va être diffusée à partir de la galerie Yara. Donc, ça va être en présentiel. Quand c'est possible, nous avons des auteurs ici à Montréal ou au Québec. On essaye de faire des conférences sur place. Sinon, on fait des visioconférences. Donc, un grand merci et on vous donne rendez-vous pour bientôt.